Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. C'est Emerson Molongo Goma pour notre émission Walking Brain. Euh, Ce soir, nous avons pour invité M. Nzengila. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, merci et vous. Je vais bien, merci. Toujours un plaisir de vous avoir, de partager des moments magnifiques avec vous. Donc, M. Nzengila, ce soir, sans pas trop tarder, on va rentrer dans notre sujet. On a pour thème ce soir l'orientation dans le milieu scolaire. Alors, comment on peut définir l'orientation d'entrée? Alors donc l'orientation peut être définie comme une science au service de tout jeune réfléchissant à son avenir professionnel. Merci. Et comme je vous ai dit, c'est l'orientation dans le milieu scolaire ce soir que nous avons pour thème. Comment on peut alors essayer de passer de la définition générale ou globale de l'orientation à la définition un peu plus particulière de l'orientation dans le milieu scolaire? Alors donc l'orientation dans le milieu scolaire va concerner d'abord si on peut dire des personnes qui ont l'âge d'aller à l'école ou encore des adultes. Parce qu'au niveau scolaire, il y a ce qu'on appelle aussi la rééducation. Donc il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, par exemple, quand ils avaient l'âge d'aller, ou la majorité vont à l'école, pardon, là où on peut voir dans des grandes villes, ou encore dans des villages, des contrées reculées. Donc là, on peut aussi inclure là-dedans des adultes. Et donc sur ce, on peut dire que c'est ce mécanisme-là qui consiste à orienter par rapport à ce qu'ils ont eu à étudier, c'est-à-dire ce qu'ils ont eu à faire durant leur parcours au niveau du collège, du lycée et après l'obtention du baccalauréat. Ce sont des jeunes gens qui ont besoin d'être orientés. Alors dans d'autres pays, on fait appel à des conseillers. Il y a des gens, c'est des métiers, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça et qui vont orienter les jeunes par rapport à beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, ces paramètres vont permettre de pouvoir orienter quelqu'un par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ses connaissances, par rapport à son caractère, par rapport à ses goûts. Donc, et ça devient un peu plus complexe. Et parfois, donc je pense qu'on va venir pour l'instant, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ok, ça marche. Très belle définition, merci. Et concernant l'orientation, par exemple, dans les milieux un peu défavorisés, les gens qui n'ont pas, par exemple, eu l'opportunité de suivre un cursus scolaire adéquat, ou par exemple des gens qui se sont retrouvés en prison et avec l'âge ont du mal à s'adapter dans la société, comment on peut essayer de réorienter ou d'orienter ces gens? Ok, donc si on essaie encore de repartir dans la définition, on dit que c'est des gens qui doivent réfléchir, c'est quelqu'un qui doit réfléchir à son avenir professionnel, n'est-ce pas, à ce qu'il va faire. Et ce qu'on va faire dans l'avenir, ça a toujours été une question difficile à répondre. Parce que même toi-même aujourd'hui, si on te pose la question, qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? Vous avez tellement d'opportunités, vous avez tellement de métiers, parce que je ne vais pas dire formation, je préfère me focaliser sur le mot métier, parce que c'est ce qui est très important au niveau de l'orientation. Et donc, on doit d'abord savoir détecter les motivations. Qu'est-ce qui motive la personne? Prenons l'exemple, le premier cas, quelqu'un qui a suivi son cursus scolaire et qui a été sanctionné par l'obtention de son baccalauréat. Et après, donc, l'accès à l'université est conditionné par l'orientation par rapport aux filières et autres, n'est-ce pas? Et donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a un bac scientifique, il faudra essayer de l'orienter. Et c'est plus facile, peut-être, je peux dire, pour nos pays africains. Au niveau de l'Afrique, on n'a pas beaucoup des métiers par rapport aux pays développés. Donc là, au moins, la question est un peu plus facile, si je peux le dire, à gérer que dans un pays comme la Chine, dans des pays comme la Chine, les États-Unis, la France, là où il y a une multitude d'options, il y a une multitude de métiers, et quand l'étudiant ou l'élève est en face de s'orienter par rapport aux filières, il est perdu. Donc il ne sait pas ce qu'il veut, et il y a même le doute qui va s'installer. Est-ce que si je fais ça, je vais réussir? Tu vois, il faut qu'il y ait maintenant de l'accompagnement. Il faut qu'il y ait des gens qui vont accompagner ces élèves ou encore ces personnes qui sont dans des milieux défavorisés, comme tu le dis. Donc si on prend par exemple des gens qui n'ont jamais été à l'école ou bien qui sortent des prisons,
c'est pas parce que tu sors de la prison que tu n'as pas été à l'école, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui peuvent sortir de la prison, mais qui ont subi, par exemple, un cursus scolaire, n'est-ce pas? Et il faudra maintenant détecter ces personnes-là, savoir qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation avant, et essayer de se focaliser là, et par rapport à ce que la personne aime aussi. Parce qu'il faut que tu sois passionné de ce que tu vas faire. Et c'est là où je veux faire intervenir, par exemple, la notion de métier. Quel est le métier que tu désires faire? Là où tu vas te sentir à l'aise. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ensemble, avec ce que la personne désire faire, on essaie maintenant de lui montrer des opportunités, de lui dire que ben voilà, ici, il y a telle opportunité, et c'est à toi de décider. Voilà. Monsieur Djengila, comment on peut essayer d'orienter nos jeunes frères qui ont par exemple obtenu un bac scientifique? Le champ est assez large. C'est vrai que les fondamentaux sont les mêmes, les mathématiques, la physique et puis d'autres matières un peu étudiées dans le programme académique classique. Mais comment on peut essayer de les orienter de façon pratique? Alors, de façon pratique, comment les orienter? C'est pas un mécanisme du genre ça a été établi et quand on arrive on dit que ben voilà, on fait comme ça. Mais ça en a l'air, Non, c'est là où on se trompe. En fait, l'orientation, c'est quelque chose aussi de difficile. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc, le problème, c'est quoi? Il faut la personne qui est en face, par exemple, qui a son bac scientifique. Un bac scientifique, on entend par là la série C ou encore la série D, ok? Et l'orientation de ce dernier peut être conditionnée par par exemple, le relevé des notes. Et au niveau des lycées, il y a des conseillers qu'on appelle, par exemple, chez nous au Congo-Brazzaville, on les appelle, si j'ai bonne mémoire, on disait des professeurs principaux. Donc, le professeur principal est censé connaître la conduite de l'élève, les notes et tout. Donc, il est comme le responsable. Il a la responsabilité de gérer, en fait, les élèves par rapport au comportement conduit. Donc, ça prend en compte plusieurs paramètres. Et donc, normalement, on va prendre comme base ces références, ok? Et maintenant, intéresser la personne elle-même. Qu'est-ce que la personne veut? Quel est le caractère de la personne? Quels sont ses goûts? Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses attentes? Ok? Et ensemble, par rapport à ça, on va essayer maintenant, bien entendu, en lui faisant part d'abord parce que quand on est conseiller, on est censé maîtriser les domaines. Donc, on lui présente des opportunités, on lui présente des avantages, et maintenant, par rapport à ses compétences, il va finalement prendre une décision, pardon. Donc, et puis, il y a aussi la pression des parents. Voyez-vous, il y a des familles là où le papa est ingénieur, le papa est docteur. Donc, du coup, l'enfant a la pression. Pourquoi? Parce que papa veut que l'enfant soit docteur. Pourquoi? Parce que l'enfant a le bac D. Et comme on le sait, le bac D, c'est le bac des sciences de la vie et de la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est comme pour Bazo encore, parce que quand on prend par exemple la différence entre le bac C et le bac D, les deux, c'est des bacs scientifiques. Mais le bac C est plus focalisé vers les mathématiques et les sciences physiques. Mais le bac D se focalise plus vers les sciences physiques, comme un peu la chimie, plus vraiment de la chimie en profondeur, et de la biologie et tout. Tu vois. Donc, pour un papa qui a son fils qui est en bac D, il va dire à l'enfant, tu vas faire la médecine. Pour ou contre cette façon de faire? Je pense que c'est pas une bonne manière de faire les choses. Parce que moi, j'ai un ami avec qui on a fait le bac ensemble. Il a eu un bac D. Mais après, on arrive à l'université, il a fait MP, mathématiques, physique. Et il y avait des amis qui ont eu des bacs C, ok, mais qui ont fui la fac après finalement. Mais lui aujourd'hui, il a son master en mathématiques. Il n'a pas un bac C. Donc c'est juste ça aussi. Il faut qu'il y ait des exemples comme ça pour essayer d'encourager des gens, donner la motivation aux élèves, enlever la peur, parce que je ne vous mens pas que la peur vraiment peut bloquer quelqu'un. Surtout pour les jeunes, il y a tellement de pression et il y a tellement des exemples qu'on a. Je veux être comme un tel, et parce qu'on veut être comme un tel, on oublie même de faire d'abord l'auto-évaluation de soi-même, n'est-ce pas? Pour pouvoir détecter, est-ce que j'ai des aptitudes, est-ce que j'ai la capacité par exemple d'aller faire médecine?
Ou bien j'ai envie de faire médecine parce que papa est médecin. Et quand on fait en fait, cette manière de faire, c'est quoi? On sera face à l'échec. On va échouer. Pourquoi? Parce que on n'a pas été bien orienté et du coup, on a fait un mauvais choix. Là, peut-être notre dernière question. Vous savez, il a été démontré que ceux qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui ont un QE plus élevé qu'un QI. Donc, ce sont des gens ayant un quotient émotionnel plus élevé que ceux qui ont un quotient intellectuel. Alors, le quotient intellectuel, ça résume toutes les capacités acquises, comme les mathématiques, la physique, la chimie. Mais pourtant, il a été prouvé que ceux qui ont le plus grand succès dans la vie sont ceux qui ont un quotient émotionnel élevé. Ce sont des gens qui sont persévérants, des gens qui ont une pensée forte, des gens qui savent travailler avec le cerveau collectif, des gens qui sont décisifs dans leurs décisions, etc. Alors, êtes-vous pour qu'il y ait une certaine forme d'éducation où on essaie de travailler de travailler le mental, le côté émotionnel de l'être humain, ou vous êtes simplement pour le système éducationnel conventionnel qui consiste simplement à faire grandir le quotient intellectuel de l'homme? Ok, moi avant de répondre à cette question, je vais prendre un exemple qui va aller dans ce sens aussi. Tu vois, par exemple, lorsque tu es en train de courir, tu cours, tu fixes, c'est-à-dire que tu te fixes des objectifs. Tu sais que mon objectif à atteindre, c'est tel objectif là-bas. Tu l'as déjà fixé. Et quand tu vas courir, il y aura des obstacles, n'est-ce pas? Mais vu que tu as déjà l'objectif, tu as un objectif à atteindre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à sauter, ok? S'il y a des obstacles en courant, tu sautes. Tu peux aussi trébucher, tu tombes, tu te relèves, tu continues, n'est-ce pas? Donc, je pense que dans ce que vous dites, c'est vrai, les études l'ont prouvé, mais cela ne veut pas dire que ces personnes qui ont le QE plus élevé que les autres n'ont pas le QI. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et pour vous, selon vous, est censé être une base, un homme ayant un QI élevé et ayant un QI bon? En fait, c'est ça. Le QI est là. Maintenant, il va faire la différence à quel niveau? Par son QE. C'est là où il fait la différence. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le QI. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il fallait aussi éclaircir. Continuez, un mot pour la fin? Non, mais c'est toujours un plaisir d'abord d'être encore appelé de nouveau pour parler de ces sujets qui, je pense qu'à mon humble avis, c'est très, très capital et important pour nous, la jeunesse, que ce soit moi-même qui parle, ça me concerne aussi. C'est vrai que je suis plus au niveau de l'orientation et tout. C'est un peu plus différent. Je sais qu'il y a beaucoup de pression aujourd'hui, surtout quand on sort du lycée ou même depuis le collège. Quand tu as le CP, le BPC et tu ne sais pas ce que tu vas aller faire au lycée. Est-ce qu'il faut aller faire la série A? Est-ce qu'il faut aller faire la série scientifique? Tu vois? Et je pense que l'orientation peut déjà aussi commencer depuis le collège, après le collège, essayer déjà de créer des mécanismes, trouver même au niveau des écoles, des responsables, des personnes, des conseillers qui peuvent déjà, même depuis le collège, essayer de parler avec les élèves, essayer de leur donner un peu plus de champ de vision, élargir leur champ de vision, afin que quand l'élève part au lycée, l'élève a déjà beaucoup d'informations et après même l'obtention de son bac, il a suffisamment des informations à sa disposition et ce sont ces informations qui vont l'aider à faire son choix, à se fixer qu'est-ce qu'il va faire pour son avenir. Parce que pourquoi c'est crucial? Parce que c'est pour toute une vie. Donc si tu fais un mauvais choix, c'est ta vie qui... Voilà. Je devais m'arrêter, mais vous avez parlé du fait d'avoir plusieurs informations. Mais pourquoi ne pas essayer d'associer aux informations des expériences? Par exemple, en essayant de faire la formation ou en essayant de mettre à la disposition du plus grand nombre dès le bas âge, dès leur plus jeune âge, par exemple des expériences, comme des écoles de formation, par exemple, des écoles de formation en génie civil, par exemple, dès le plus bas âge, encore en électricité, dans les métiers de l'ingénieur, dans les métiers de l'art, etc. Moi, je pense que ça, maintenant, ça dépend juste du système éducatif. Vous trouvez qu'il est bon ou pas de le faire? Oui ou non?
Je trouve... Oui ou non? Non, on doit d'abord revenir sur le sujet. Je pense que ça se fait déjà, mais peut-être pas de la manière dont vous prenez la chose. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous partez par exemple au niveau des écoles, des écoles maternelles, n'est-ce pas? Les écoles maternelles, vous allez vous rendre compte qu'on demande aux enfants de dessiner des poissons, des maisons et tout. Donc, quand vous parlez par exemple du génie civil et tout, de l'art, je pense que ça fait partie aussi. Je pense que le dessin compte beaucoup dans ce domaine-là. Donc, déjà, le fait de demander aux enfants de dessiner des maisons, des objets qui leur sont familiers et tout, je pense que c'est aussi déjà entraîner leur côté créatif. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est juste le système éducatif qui doit être revu et puis essayer d'insérer peut-être d'autres activités qui peuvent aider les enfants dès le bas âge à vraiment développer leur culture. Voilà. Parce que c'est là où on fait la différence. Merci beaucoup, Monsieur Ndiangila. C'était un plaisir. Et merci beaucoup d'avoir visualisé notre belle émission et on se revoit très bientôt.